Comment fonctionnent les études d'informatique en France? Comment bien s'orienter? Quels sont les salaires? Quels sont les débouchés? Voilà globalement le sujet de cette vidéo. Ça va être une vidéo qui va être assez vaste dans le sens où je vais essayer d'absolument tout couvrir pour justement répondre à la plupart des questions qu'on peut se poser. Sachez que si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser dans la section commentaires. J'essaierai au maximum de répondre à chaque commentaire. Et bien évidemment, s'il y a trop de questions, je ferai une vidéo FAQ où je répondrai à toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Sachez que dans toute cette vidéo, je vais au maximum vous donner des informations concrètes, réelles, basées sur mon expérience. Pour la petite histoire, moi je suis donc streamer et youtubeur si vous l'avez vu sur ma chaîne, mais également à côté, et d'ailleurs c'est mon travail principal, je suis ingénieur en informatique, je suis ingénieur depuis 10 ans et je suis également enseignant en école d'ingénieur, notamment en 4e et 5e année, spécialisé dans le test et la qualité logicielle. Bilan, si vous êtes élève au collège, au lycée ou même étudiant, j'ai fait le même parcours que vous, et si vous êtes parent d'élèves, parce que je sais qu'il y a des parents d'élèves qui vont regarder cette vidéo, j'ai également du recul sur les débouchés qu'on a avec des études d'informatique, et justement je vais vous parler concrètement de tout ça, les études et l'aspect monde du travail. Je vais finalement ici avoir le rôle d'un conseiller d'orientation, mais un conseiller d'orientation qui a travaillé dans le domaine dont il parle. Je le précise rapidement, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et également à vous abonner. Autre information, si vous voulez vous rendre à un chapitre précis de la vidéo, il y a dans la description les différents timecodes, vous avez juste à cliquer dessus et du coup vous pourrez voir ce qui vous intéresse, pourquoi pas le salaire, pourquoi pas directement le domaine du monde du travail. Alors, on va commencer et justement on va parler de la base, les études d'informatique, comment bien s'orienter pour faire des études d'informatique pour devenir finalement informaticien, comme on dit de manière générale. Pour répondre à cette question sur les orientations directement au niveau du lycée ou même lors de vos études, il faut bien comprendre le fonctionnement du monde du travail et je vais être assez bref puisque bien évidemment un peu plus tard dans la vidéo, je vous parlais du monde du travail. Sachez que dans le monde du travail, et c'est d'autant plus vrai en informatique, le premier critère pour être recruté quand on va sortir de nos études, ça va être le diplôme. On peut dire ce qu'on veut sur ce sujet-là, que ce n'est pas juste, que on devrait plutôt se baser sur l'expérience, que on devrait se baser sur les connaissances de l'élève, voilà, étudier son profil. Sachez que la réalité, la vraie réalité, c'est que une entreprise va d'abord sélectionner des étudiants selon leur diplôme. Moi, je peux vous dire comment ça fonctionne. C'est simple, on a une pile de CV, on lit le CV et si le diplôme ne correspond pas ou si on a un profil plus intéressant, ça sera le profil le plus intéressant qui sera pris. Et comment ça fonctionne concrètement en informatique, c'est les ingénieurs sont sélectionnés en premier, ensuite les étudiants en master, ensuite les étudiants en licence, les étudiants ensuite en DUT, les étudiants en BTS et ensuite les autres étudiants. Alors il y aura toujours quelqu'un, et je pense que les gens me le mettront en commentaire de cette vidéo, qui diront oui mais moi j'ai un ami qui était autodidacte, qui a réussi à percer avec ça. Oui, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais sachez que la réalité est comme ça. Alors ça va en décourager certains, j'en suis sûr. Cela étant, ça ne signifie pas que si vous avez une licence, un DUT ou un BTS, vous ne trouverez pas de travail, mais de toute façon, on va parler un peu plus tard de ces sujets-là, des différents diplômes. Donc, ce qu'il faut déduire de tout ça, c'est que lorsque vous faites des études d'informatique, il faut bien avoir conscience que le parcours va être potentiellement un petit peu long. Il faut vraiment, en tout cas si vous en avez les capacités et les possibilités, puisque ce n'est pas seulement une affaire de capacité, viser des études assez longues si vous voulez travailler dans l'informatique. Quand je dis études longues, c'est il faut viser, je pense, aujourd'hui, pour trouver facilement, un bac plus 5. Mais on va parler de tout ça. Donc si vous êtes un étudiant au lycée, on va dire un étudiant. Si vous êtes au lycée, je vous recommande fortement, quoi qu'il en soit, de vous orienter vers un bac général. Alors moi, à mon époque, on privilégiait directement le bac S. Aujourd'hui, le bac S, bac scientifique, a disparu depuis 2018. Avec la nouvelle réforme, au maximum, il vaut mieux s'orienter sur un bac général avec des spécialités scientifiques. Je précise également quelque chose dans tout ça. Sachez que moi, lorsque j'ai fait mes études, donc j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai eu des étudiants qui avaient fait des bacs pro, des bacs technologiques, enfin j'avais un petit peu de tout, mais quand je vous dis de faire un bac général, c'est vraiment pour avoir le parcours idéal et le parcours le plus simple.
Pourquoi avoir un bac général? Je vais vous le dire concrètement, c'est pour intégrer des études supérieures et pour pouvoir intégrer un petit peu ce que vous voulez. Les études supérieures, sous-entendu les études après le bac, ont un fonctionnement qui est finalement assez simple. Vous allez postuler dans l'école, il y a un nombre limité de places et c'est simple, ils vont prendre en priorité les étudiants qui ont le profil le plus intéressant. Tout comme le monde du travail va d'abord privilégier ceux qui ont le meilleur diplôme, et bien malheureusement les écoles et les facs, tout, vont privilégier d'abord les étudiants qui ont le meilleur profil. Parfois aussi d'ailleurs avec un oral qui va permettre de parfois filtrer les étudiants et autres, mais souvent c'est seulement une sélection sur dossier comme on dit, donc le dossier, il faut qu'il soit bien. Quelqu'un qui aura fait un bac général sera forcément privilégié par rapport à quelqu'un qui n'a pas un bac général. Aujourd'hui, comprenez bien ça, en France, le bac général est vu par l'enseignement supérieur comme le meilleur bac, ce qui est totalement idiot. Moi j'ai eu des cas justement d'amis qui avaient fait un bac scientifique, à l'époque voilà c'était ça, bac scientifique, bac littéraire, et ils ont été prioritaires même dans des facs de lettres par rapport à des gens qui avaient un bac littéraire, parce que le bac général scientifique était même vu au-dessus du bac littéraire. Malheureusement, on ne pourra rien changer à ce niveau-là, sachez que c'est ce qu'il faut privilégier, mais vous avez également la possibilité de passer par d'autres passerelles, sachez-le, ce n'est pas une situation figée, mais vraiment, si vous en avez la capacité, faites ça, c'est vraiment préférable. Sachez également que lorsque vous voulez vous orienter vers des études d'informatique, je pense qu'il est préférable d'avoir une petite expérience dans l'informatique. Quand je parle d'une expérience dans l'informatique, ce n'est pas voilà, je joue à des jeux vidéo, voilà, j'utilise un ordinateur tous les jours ou autre. C'est vraiment essayer de développer, essayer de programmer, essayer de comprendre tout ça, de comprendre comment ça fonctionne et de voir si ça vous plaît. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous êtes au lycée, vous allez rapidement comprendre que ce que vous étudiez au lycée n'est pas du tout pareil que ce que vous allez étudier en études supérieures. Et pire encore, ce n'est pas du tout pareil que ce que vous allez faire dans le monde du travail. Faut bien comprendre quelque chose, aujourd'hui, et ça c'est la réalité, toute personne qui est dans le monde du travail vous le dira, la formation que vous allez avoir au bac et ensuite en études supérieures, c'est juste une porte d'entrée, c'est juste une clé pour accéder au monde du travail. Mais de toute façon, dans le monde du travail, vous allez réapprendre beaucoup de choses. Voilà. Mais vous allez voir, quand même, les études supérieures vous donnent énormément de bases. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment d'essayer de développer, d'essayer de voir si ça vous plaît. Ça vous évitera une mauvaise orientation. Aujourd'hui, malheureusement, dans les études supérieures, il y a trop souvent des étudiants qui se trompent totalement dans leur orientation. Ça arrive de se tromper dans son orientation. Moi, j'ai failli également me tromper dans mon orientation. Et du coup, qui perdent 1 an, voire perdent parfois 2 ans. J'ai même vu des gens perdre parfois 5 ans pour s'orienter totalement sur un autre domaine. Si vous avez vu dès le lycée que le développement ne vous intéressait pas, je pense par exemple que ce n'est pas du tout intéressant d'aller dans des études d'informatique. Il y a tellement de filières dans les études supérieures que vraiment, il faut essayer autre chose. Voilà. C'est ce que je vous recommande. Moi, dans mon cas, j'avais déjà développé un petit peu, j'avais déjà programmé un petit peu. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, comme la plupart des gens de mon âge à l'époque. Et du coup, voilà, c'était la filière que je préférais et la filière que je trouvais la plus intéressante. Sachez également qu'il y a un cliché qui colle malheureusement à l'informatique, c'est finalement les compétences qu'il faut avoir avant d'aller dans des études d'informatique. Moi, je sais qu'on me disait, non mais attends, études d'informatique, si t'es pas nickel en mathématiques, nickel en anglais, nickel en plein d'autres choses, tu ne réussiras jamais, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Je venais justement, comme je vous ai dit, d'un bac scientifique dans lequel j'étais excessivement mauvais en maths. Alors certains diront oui, bac scientifique, tu dis mauvais en maths. J'avais en terminale S, donc terminale scientifique, spécialité mathématiques, du coup pour les gens d'aujourd'hui, j'avais une moyenne entre 6 et 7. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas du tout, ce qui m'a pas empêché de finir plutôt bien classé dans mes études supérieures, tout simplement parce que vous allez voir que les mathématiques qu'on apprend au lycée ne sont pas forcément les mêmes mathématiques qu'on va appliquer plus tard dans nos études. Je pense que la qualité principale que vous devez avoir si vous voulez travailler dans l'informatique, si vous voulez faire des études d'informatique, c'est vraiment avoir une bonne logique, avoir de la curiosité, et aimer apprendre. Pourquoi? Parce que c'est un métier, l'informatique, où l'essentiel de votre travail, ça va être de la logique,
ça va être aussi de la connaissance de langage de programmation. Langage de programmation que de toute façon vous ne connaîtrez pas forcément lorsque vous sortirez de l'école, voilà, que vous devrez forcément apprendre à un moment ou à un autre. Et donc il faudra être curieux pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre les subtilités. Vraiment, je pense que c'est les principales compétences qu'il faut avoir. Et mais être sur un ordinateur parce que bon, sinon ça va vite être compliqué quand même. Donc là, je suppose que vous avez bien choisi votre orientation. Encore une fois, plutôt orienté informatique, en termes de spécialité, ça c'est sûr, mais du coup, essayez d'avoir une orientation générale si vous pouvez. Sachez qu'actuellement en France, le baccalauréat est seulement considéré comme une porte d'entrée vers les études supérieures. Sous-entendu, avec un baccalauréat, vous ne trouverez pas de travail spécialement, enfin vous ne pourrez pas vendre un baccalauréat en tant que diplôme pour travailler. Après, si vous voulez vraiment travailler assez rapidement, il faut peut-être plus s'orienter sur un bac pro ou même un CAP qui eux permettent par contre de trouver du travail assez rapidement et voilà, c'est vraiment des orientations qui sont faites pour ça. Donc finalement, lorsque vous voulez travailler en informatique, que vous avez fait un baccalauréat général, vous devez poursuivre vos études. Alors je rappelle quelque chose quand même, il y aura toujours quelqu'un qui me dira « Je connais quelqu'un qui, avec seulement un baccalauréat général, a réussi à travailler dans telle entreprise parce qu'il s'est débrouillé, parce qu'il a réussi justement à bien se vendre, gna 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 gna. » Oui. On a toujours un pote qui a réussi à se vendre, qui a réussi à trouver facilement du boulot. Cela étant, ce n'est encore une fois pas du tout la norme et c'est l'exception qui confirme la règle. Moi je vais vous dire un truc, je connais quelqu'un effectivement qui a fait un DUT informatique, donc juste un bac+2, qui finalement s'est fait reconnaître parce qu'il faisait du piratage informatique, que justement il s'est fait recruter par une grosse entreprise en tant que développeur, mais sous-entendu derrière en fait il faisait plus voilà, espionnage industriel ou des choses comme ça. Oui effectivement, mais c'est l'exception qui confirme la règle et c'est parce qu'il avait des compétences absolument exceptionnelles mais voilà, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Ne vous basez pas là-dessus, vraiment ne vous basez pas là-dessus. Dites-vous que si vous voulez faire des études d'informatique, si vous voulez travailler dans l'informatique, il faut plutôt s'orienter sur des études et on va en parler. Du coup, la base des études d'informatique, c'est assez simple. Il y a globalement 4 options. Classe préparatoire, c'est pas l'orientation moi que j'ai choisie, c'est assez compliqué mais ça vous donne plusieurs orientations possibles. Si vous ne savez pas quoi faire, ça arrive, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas savoir encore comment vous orienter, vous pouvez aller vers une classe préparatoire qui justement va vous donner encore une formation générale. Quand je dis générale, c'est que, bon, je parle bien sûr de classe préparatoire scientifique, hein, vous m'avez compris. Les classes préparatoires vont vraiment pousser les connaissances que vous avez appris au lycée et du coup vous allez pouvoir à la suite des classes préparatoires passer différents concours et intégrer en général, hein, vraiment en général c'est ça, des écoles d'ingénieurs, mais dans différentes spécialités. Voilà, les classes préparatoires, ça sert vraiment à vous amener à un concours qui vous permettront de rentrer dans la plupart des écoles d'ingénieurs, même des masters. Sachez que c'est la voie la plus, on va dire, classique des gens qui font des études en école d'ingénieur et des gens qui font des études en école d'ingénieur. Vous avez une autre option qui s'appelle la prépa intégrée. La plupart des écoles d'ingénieurs proposent ça. En fait, pour vous résumer les choses, pour que vous compreniez bien, la prépa intégrée, c'est que vous faites la classe préparatoire tout comme les autres classes prépa, mais directement dans l'école. Donc vous aurez finalement un programme qui sera un peu orienté sur l'école dans laquelle vous étudiez. Vous voyez ce que je veux dire? Sous-entendu, si vous êtes dans une école vraiment orientée informatique, voilà, je sais pas, une école d'ingénieur qui ferait que de l'informatique, et ben vous aurez vraiment une classe préparatoire avec des cours d'informatique et tout ça pour justement faire vos études là-dedans. Vraiment, c'est orienté là-dessus. Sachez également qu'il y a une autre logique aux classes préparatoires intégrées, c'est qu'à la fin, il y a un concours, tout comme les autres classes préparatoires, mais les gens qui viennent de la classe préparatoire de l'école seront choisis en priorité par rapport aux autres étudiants. Ça, faut bien le comprendre, c'est que, en fait, vous aurez du coup un filtre au bac, ensuite vous aurez un deuxième filtre après votre classe préparatoire, qu'elle soit intégrée ou non intégrée. Voilà, c'est assez important de le comprendre. Si vous faites des classes préparatoires, finalement le bac vous sert presque d'entraînement à ce que vous allez vivre pour les classes préparatoires. Sachez que les classes préparatoires c'est très difficile. Moi quand j'étais étudiant, j'étais en colocation, on était 5. J'avais 2 amis qui étaient en classe prépa et classe prépa étoile, donc en classe prépa version dure.
c'est très stressant. Les concours, c'est une phase très stressante. Et c'est une vraie libération, je pense, quand ils arrivent après en études supérieures, en école d'ingénieur, parce que les deux ont fait école d'ingénieur. Ensuite, vous avez d'autres options. Vous avez le DUT, le BTS et la fac, on va dire du coup, la licence. Moi j'appelle ça la licence parce que voilà, vous aurez la L1, la L2 et la L3. Alors, la licence, finalement vous allez vous orienter vers la fac de manière générale. Faut savoir que si vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille bien de lui-même, la fac c'est quelque chose de très compliqué parce que si vous sortez du lycée, vous allez vous retrouver dans une ambiance où il y a énormément d'élèves, où c'est très compliqué de travailler, où il faut travailler de soi-même. Il y a beaucoup d'étudiants qui échouent malheureusement à cause de ça, quoi, parce que oui, c'est difficile, c'est compliqué de travailler de soi-même quand on n'est pas habitué. Moi j'ai pas choisi cette option là, donc là on n'est pas encore dans l'option que j'ai choisie. Et ensuite vous avez le BTS DUT. Le BTS DUT, en fait c'est les voies qui sont faites théoriquement pour des études courtes, c'est-à-dire pour s'arrêter en général BTS à Bac+2 et DUT à Bac+2 maintenant, avant, et maintenant c'est Bac+3, parce que depuis 2021, si je dis pas de bêtises, il y a le BUT, BUT qui est en fait une sorte de 3e année après le DUT, qui vous forme et vous permet éventuellement de continuer les études. Sachez qu'aujourd'hui, il y a vraiment peu de recul sur le BUT au but, je sais même pas comment ça se prononce. C'est les premières années qu'on a avec ça. Aujourd'hui, la plupart des IUT, donc qui font des DUT, ont choisi de transformer leur licence pro en BUT. Donc en fait, les licences pro qui sont des études faites pour s'arrêter, pour travailler directement, et ben maintenant vont délivrer un diplôme, vont faire les mêmes cours, mais on pourra continuer les études. Bon, c'est un peu spécial. Quoi qu'il en soit, BTS DUT c'est normalement fait pour s'arrêter à Bac+2. Moi j'ai fait un DUT. Et en fait, après Bac+2, on peut éventuellement rejoindre les études supérieures, donc les masters et les écoles d'ingénieurs. Mais si vous voulez faire ça, il faut être bien classé. C'est des sélections soit sur dossier, soit sur concours parfois. Moi, c'était des sélections sur dossier. Il fallait être dans les 5 premiers de la promo sur, je sais pas, 70 ou 80, je sais plus. Et du coup, bah voilà, j'étais dans ce classement-là pour pouvoir prétendre à ça. Donc sachez que si vous orientez là-dessus, on fait pas un DUT pour faire des études supérieures de base. C'est un choix un peu hasardeux. Moi, si vous voulez, je pourrais vous parler vraiment de mon parcours en détail si ça vous intéresse. Mais en très résumé pour tout ça, j'ai choisi de faire un DUT informatique parce que je voulais faire des études courtes. À la fin de mon DUT, je me suis rendu compte que donc voilà, un DUT, on va faire un rappel rapide, c'est très concret. Comparé à des classes prépa, c'est vraiment très concret. On fait de l'informatique directement, on travaille dans l'informatique, on est formé pour faire de l'informatique. Donc on apprend l'algorithmie, le réseau, la programmation, on a des petits cours de gestion, voilà, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de cours qu'on n'a pas d'ailleurs au lycée. Et même les mathématiques sont des mathématiques complètement différentes, c'est des matrices, on faisait beaucoup de matrices. Donc si vous voulez vous intéresser à ça, allez regarder ce que c'est que les matrices. C'est quelque chose que moi je n'étudiais pas au lycée. On revient sur mon cas, je fais mon DUT et je n'avais pas le recul nécessaire moi sur le monde du travail. Voilà, pour moi le monde du travail c'était, on peut travailler facilement avec un DUT, avec une licence, et puis voilà, j'aurai un salaire pas très loin de quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, c'est faux. C'est faux. Arrête, c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et du coup, moi j'avais un prof, que je remercie d'ailleurs, qui est venu me voir à la fin d'un cours et qui m'a dit, écoute, t'es bien classé, t'as les capacités pour faire une école d'ingénieur, c'est faux aussi, hein, on va en parler des capacités pour faire une école d'ingénieur, et tu peux, je veux dire, techniquement, je peux, logistiquement on va dire, c'est-à-dire que je ne suis pas bloqué par voilà, des factures à payer ou autre, donc je peux faire des études supérieures, je peux me le permettre. Donc il me dit, c'est bête que tu t'arrêtes là, et je me rappelle qu'il m'a posé une question très précise, il m'a dit, combien tu comptes gagner dans ta vie ? Ce qui m'avait d'ailleurs pas mal étonné à l'époque, parce qu'il m'était dit, bah non, tu travailles quand même pour, voilà, pour le plaisir, voilà, on fait des études qui nous plaisent et tout. Non, c'est faux, on travaille aussi pour un salaire. Et en fait, il m'a posé très clairement, il m'a dit, écoute, là, tu fais tes études, tu fais 3 années de plus, puisque école d'ingénieur, c'est 3 années, et tu auras tel salaire, on parlera du salaire un petit peu après, je vous spoil pas tout de suite, tu gagneras tel salaire, et là, si tu t'arrêtes maintenant, tu gagneras tel salaire. Globalement, la différence pour un début de carrière était de l'ordre de 800 balles.
Donc du coup de 800 € par mois. Donc j'ai fait ok, j'ai compris, je vais faire des études supérieures, surtout que j'ai les capacités. Et il m'a dit en plus de ça, tu trouveras du travail plus facilement. Et il avait pas tort du tout là-dessus, sur ce point-là. Donc si vous en avez la possibilité, vous pouvez faire des études supérieures, c'est quand même plus intéressant. Bilan sur cette phrase-là, je m'inscris en école d'ingénieur et je m'inscris également en master. J'ai été pris dans les deux, donc je suis plutôt allé sur une école d'ingénieur. Pour le monde du travail, c'est le poste le plus intéressant. Donc on va parler justement de ces deux points-là qui sont assez importants. L'école d'ingénieur, quand on parle de vraie école d'ingénieur, on parle à partir de bac plus 3, c'est-à-dire la troisième année. Donc la troisième année, la quatrième année et la cinquième année. C'est ça la vraie école d'ingénieur. Et il faut savoir que côté master, c'est un peu différent, puisque la troisième année n'est pas considérée comme un master, c'est la licence, la L3, et ensuite le master, c'est le M1 et le M2, donc la quatrième et la cinquième année. Voilà, c'est légèrement différent à ce niveau-là. Sachez que, quoi qu'il en soit, moi, du recul que j'ai, ce qu'on apprend en école d'ingénieur et en master, ça a tendance à être un peu différent. En master, ça va être un peu plus théorique. En ingénieur, ça va être un peu plus orienté pratique. Voilà. Après, là, on se pose la question, ok, super, j'en suis là, mais est-ce que école d'ingénieur ou master, c'est pas des études qui sont compliquées, qui sont difficiles? Voilà, est-ce que je vais réussir? Sachez que, à de rares exceptions près, intégrer l'école d'ingénieur, c'est difficile. Rester dedans, c'est pas le plus difficile. Voilà. Et je vais faire un aparté sur un point précis, comme je vous ai dit, les écoles privées et les écoles publiques. Enfin, on va dire, ouais, publiques et privées. Quelle est la différence entre une école publique et une école privée? Est-ce que vous devez plutôt choisir une école publique et privée? Sachez que les écoles privées vous proposent également parfois de la prépa intégrée. La réalité, je vais être concret, désolé s'il y a des profs d'écoles privées, des écoles privées qui m'écoutent, mais les écoles privées, la seule nuance, c'est que tu payes ton diplôme, quoi. Je vais pas vous mentir, une école privée, tu achètes ton diplôme, quasiment, à de rares exceptions près. Une école publique, bah ça coûte, ouais, je sais pas, franchement ça coûte 500 balles l'année avec les choses à payer en début d'année. Une école privée, ça peut vous coûter jusqu'à 9000, 10 000 balles l'année. Au final, dans une école privée, encore une fois en informatique, tant que tu travailles un minimum et que tu payes, ben tu vas finir par passer. Et il y a un travers qui est encore plus surprenant, ça, il y en a beaucoup qui le comprennent pas, c'est que beaucoup d'écoles privées, pas toutes, ne sont pas certifiées par la CTI. Donc CTI, Commission des titres d'ingénieur, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, ils ne délivrent pas un titre d'ingénieur. Et en fait, il faut comprendre que souvent, pour ces écoles-là, le titre est un peu mensonger, parce qu'en fait, ils vont dire qu'ils sont une école de formation d'ingénieur, mais ils ne donnent pas de titre d'ingénieur, ils donnent un équivalent master. Au final, vous avez l'impression de faire une école d'ingénieur, mais vous n'avez pas le titre d'ingénieur à la fin. Alors, je vais vous dire très clairement, concrètement, la finalité, c'est que vous êtes un bac plus 5, une entreprise, elle fera très peu de différence sur ces choses-là. Cela étant, si vous avez une entreprise qui exige un titre d'ingénieur, ou si vous faites passer pour un ingénieur, vous n'êtes pas ingénieur concrètement avec beaucoup de diplômes d'écoles privées. Ça, c'est important de le comprendre. Au final, la différence entre une école publique et une école privée, c'est que l'école privée va avoir, du moins le diplôme que vous allez avoir à la fin, va avoir la réputation de l'école. C'est-à-dire que si l'école s'effondre, a une très mauvaise réputation, vous aurez une mauvaise réputation parce que vous avez un diplôme qui vient de cette école-là. Alors qu'avec une école publique, en plus de payer moins cher, ben, vous aurez du coup un diplôme qui vaut le diplôme d'ingénieur en France. Voilà la logique. Alors, moi j'ai fait école publique, vous l'aurez compris. Le délire c'est que moi de toute façon je ne pouvais pas me permettre de payer une école privée. Et en plus de ça, il y a une autre différence entre une école publique et une école privée d'ingénieur. Voilà, pour ingénieur on va dire. C'est que une école publique va avoir des cours plus généraux sur certains domaines, notamment des cours d'économie, de communication, de voilà, plein de points comme ça, qui sont extrêmement importants en entreprise. Quand vous allez être étudiant, ça va vous gaver. Cela étant, c'est hyper important ces cours-là. C'est ce qui fait la différence finalement entre un ingénieur public, on va dire, d'une école classique plutôt qu'une école privée. Cela étant, je tiens à le préciser, ce n'est pas parce que vous sortez d'une école privée que vous êtes des cancres, du tout. Je vais vous parler d'une école très précisément, Epitech.
j'ai travaillé avec des gens qui sortaient d'Epitech, c'était des machines de guerre. Je vous jure, en programmation, c'était des monstres bien au-dessus de mon niveau, mais bah en fait, ils ne travaillaient pas l'aspect gestion, économie et tout, donc c'était des machines pour être des développeurs, mais pour être seulement finalement des développeurs. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça un peu la différence. Revenons à nos moutons, les écoles d'ingénieurs et les masters, quelle est la réelle difficulté derrière? Alors, concrètement, vous l'aurez compris, dans les écoles d'ingénieurs ou dans les masters, vous avez des gens qui viennent de diverses formations. Une grande partie vient des classes prépa, évidemment, hein, puisque la classe prépa est faite pour ça. Et une autre partie va venir finalement des autres formations, des DUT, des BTS, de licences, parfois des parcours un peu chaotiques. Hein. Moi j'ai connu des gens qui venaient même qui revenaient du monde du travail, qui réintégraient. Enfin voilà, il y a plein de parcours. Et finalement, quelle est la difficulté? Parce que moi, effectivement, par exemple, je viens de DUT, est-ce que ça va être dur pour moi? Eh bien, oui et non. Comme je vous ai dit, la difficulté, c'est de rentrer. Quand vous venez en tout cas d'autres formations, le filtre, c'est ça, voilà, c'est difficile de rentrer parce que bah, c'est sélectionné sur dossier, parfois sur un oral, parfois sur d'autres choses. Voilà, ça je pourrais vous en parler si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais du coup, la difficulté, elle est également sur ceux qui viennent de prépa. Nous, en fait, on va avoir beaucoup de mal dans toutes les matières mathématiques. Moi, j'ai fait mathématiques, traitement du signal, électricité, waouh, c'était un enfer. Mais ceux qui viennent de classe prépa, eux, ils vont avoir beaucoup de mal sur tout ce qui est informatique. Et au final, vous allez vous rendre compte que la première année d'école d'ingénieur, souvent, c'est une année qui est un peu bizarre, où tout le monde se remet un peu à niveau. Et au final, c'est pas forcément compliqué. De toute façon, tout le monde a du mal. Voilà, c'est ça. Tout le monde a du mal, mais dites-vous que si vous avez réussi à rentrer dans l'école, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas par hasard, il n'y a pas eu de fraude de votre côté, donc c'est que vous en avez les capacités. Moi, j'ai participé aux jurys qui permettent aux gens de rejoindre des écoles d'ingénieurs, donc je l'ai fait, moi, pour les classes prépa intégrées et également pour les écoles d'ingénieurs directement. Sachez que lorsqu'on sélectionne les étudiants, on étudie évidemment les notes, on étudie finalement le parcours aussi d'étudiant, est-ce qu'il a un vrai projet, est-ce qu'il est un peu paumé, il sait pas où aller ou autre, et également les appréciations, bordel, les appréciations, je tiens à en parler, appréciation du lycée, appréciation des profs en DUT et tout, des profs, alors pour les classes prépa pas trop, mais si vous venez de licence, de DUT ou de BTS, ouais c'est très vérifié. Hein. J'en ai pas parlé d'ailleurs, mais BTS licence, c'est assez important de comprendre qu'en priorité, on prend d'abord les DUT et les BTS. Hein, même dans les grandes écoles, souvent BTS c'est un peu, ouais, c'est compliqué de continuer. C'est compliqué de continuer. D'ailleurs, raison pour laquelle beaucoup de gens en BTS continuent en école privée d'ingénieur parce que bah du coup bah tu peux pas être pris dans les écoles que tu veux un bac plus 5, bah, tu vas en école privée. Mais tu payes très cher. Voilà. Donc, on revient à nos écoles d'ingénieurs. On est en 3e année. Ça se passe bien. Voilà. On finit notre année. On arrive en 4e année. La 4e année, c'est une année qui va être un peu plus compliquée. On va rentrer plus dans de la technique et tout ça. Mais au final, si vous avez réussi à passer la 3e année, en général, la 4e et la 5e année, c'est de l'apprentissage. Mais c'est pas de l'apprentissage pour vous éliminer. C'est ça qu'il faut comprendre. Master, école d'ingénieur, quand vous avez passé le filtre, les profs ne sont pas là pour vous éliminer. Concrètement, si... Imaginez, en fait, faut comprendre ça sous cet angle-là, mais imaginez, vous êtes une promo de 50 étudiants. Ils vous mettent des examens super difficiles. Voilà, des partiels super difficiles, et du coup, tout le monde se plante, et vous ne passez pas, personne passe. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire les profs? Ils vont dire ah bah cette année on a délivré aucun ingénieur. T'as la commission d'études d'ingénieurs qui est là pour vérifier les quotas qui sortent et tout. Ils vont dire mais attendez, il y a un problème, c'est la formation qui a un problème, c'est pas les étudiants qui ont un problème. Enfin voilà, comprenez bien qu'en fait autant dans les études précédentes on est là pour filtrer parce qu'il y a beaucoup d'élèves, autant là quand vous êtes en master ou en école d'ingénieur, le but c'est de diplômer quelqu'un pour une école. Et le but pour vous c'est aussi d'être diplômé. On n'est pas là pour filtrer. Après on note. Il y a des notes, il y a des partiels. Si vraiment l'élève fait n'importe quoi, ben, tout comme vous êtes au lycée, vous pouvez redoubler, vous pouvez aussi être exclu de l'école, sortir sans diplôme, voilà, c'est aussi possible. J'en ai vu se faire exclure d'école d'ingénieur, c'est franchement c'était rare. Alors que, franchement c'était rare. Dites-vous que quand vous avez réussi à intégrer une école d'ingénieur ou un master, ce n'est pas difficile. Cela étant,
évidemment, vous aurez beaucoup d'informatique, de la programmation, vous aurez du réseau, vous aurez différents types de langages à apprendre, vous aurez de la gestion, vous aurez de l'économie, de la communication, de l'anglais. Tiens, l'anglais, j'en ai pas parlé. L'anglais est nécessaire, l'anglais est nécessaire, malheureusement, mais vous aurez des cours pour ça. L'anglais, c'est simple, en école d'ingénieur, vous devez avoir un TOEIC à un certain niveau. Le TOEIC, c'est un examen qui est noté sur 990, si je dis pas de bêtises. Moi, à mon époque, il fallait avoir 750 sur 990 pour avoir le diplôme d'ingénieur. Ça veut dire que si vous n'avez pas le TOEIC, vous êtes refusé. Enfin, vous n'avez pas votre diplôme. Alors, c'est pas que vous n'avez pas votre diplôme, c'est qu'on vous donne un diplôme temporaire, mais vous avez, je sais pas, 6 mois, 1 an pour avoir votre TOEIC. Je crois que maintenant ils ont rehaussé le niveau et il y a certaines écoles, notamment les grosses écoles, qui exigent un niveau de TOEIC minimum un peu plus haut, genre il y a des écoles c'est 850, enfin voilà. D'ailleurs, c'est très bien parce que je prépare des très bonnes transitions. Venons sur ce point là, les grandes écoles, enfin les bonnes écoles d'ingénieurs, les bons masters, tout ça. Est-ce que c'est si important de sortir d'une excellente école d'ingénieurs? Eh bien, concrètement, je vais vous répondre. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Tout simplement parce que si vous sortez d'une top école, sous-entendu, je prends en informatique l'INSA de Lyon. L'INSA de Lyon. C'est une excellente école d'informatique. Vous sortez de l'INSA de Lyon, vous aurez un salaire meilleur que les autres à la sortie. C'est une évidence. Mais ça ne sera pas immense non plus. Sachez que si vous êtes dans une école niveau en dessous, parce qu'il y a des classements niveau A, niveau B, niveau C, enfin, voilà, de l'école. Si vous êtes une top école, vous aurez un meilleur salaire. Si vous êtes un niveau en dessous, que vous soyez la dernière école du classement ou on va dire la 12e école, franchement ça va rien changer. Franchement, il faut pas trop se fier, pour moi il faut pas trop se fier à ça. Il faut plutôt se fier à la formation que va vous donner l'école. Vous regardez le programme, si le programme vous intéresse, vous y allez. Mais ne vous formalisez pas trop sur « Oh là là, mais attends, mon école elle est 30e, regarde, j'ai aussi possibilité de rentrer dans la 25e ». Franchement, ça va pas faire une énorme différence. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a beaucoup plus d'importance, je pense. En France, les entreprises, quand elles recrutent, moi j'ai été à Lyon, j'ai recruté à Lyon, ils font « Ah, INSA de Lyon », voilà. Et après, ils font « Ah, telle école, Centrale... » Bon, Centrale Lyon est aussi très connue, malheureusement, c'est un mauvais exemple. Mais ils font « Ah, telle autre école, ouais, ok, c'est une école d'ingénieur, ouais, c'est une école d'ingénieur, on s'en fout. » Et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là, tout simplement. Voilà comment ça se passe. Une fois que vous êtes diplômé, on rentre dans le monde du travail. Alors, là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne en informatique. Désolé pour ceux qui ne font pas d'études d'informatique, je sais que j'ai déjà eu des remarques comme quoi on avait beaucoup de chance. Mais oui, malheureusement, on a beaucoup de chance en informatique. Une fois diplômé, quel que soit le diplôme, on arrive sur le marché du travail et comment ça fonctionne concrètement, le marché du travail en informatique. Eh ben, c'est simple. C'est assez simple. Comme je vous ai dit, les entreprises, quand elles vont recruter des gens, elles vont filtrer selon le diplôme en priorité. Alors bien évidemment, plus vous allez avoir d'expérience, plus le filtre du diplôme sautera. Cela étant, sachez-le, le filtre du diplôme existera toujours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 20 ans d'expérience dans un domaine, si vous avez un diplôme d'ingénieur, vous serez mieux payé que le mec avec 20 ans d'expérience, la même chose, avec juste un DUT. Voilà, ça, c'est malheureux, mais c'est la réalité du monde du travail, ça fonctionne comme ça. À de rares exceptions près, voilà, il y a toujours des entreprises qui n'appliquent pas les règles standards, mais ça fonctionne comme ça. Globalement, les entreprises vont filtrer, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur le diplôme. En priorité, ils vont recruter les ingénieurs. Ensuite, ils recruteront les masters. Ensuite, ils recruteront les licences, puis les DUT, puis après les BTS, puis les autres. De manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, dans l'informatique, on subit une mode un peu étrange qui est de dire on cherche quelqu'un en informatique et on veut le meilleur. Et ça, même pour un travail qui ne nécessite pas forcément un diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont faire juste du développement basique, développeur,
un DUT, une licence est suffisante? Non, les entreprises veulent un ingénieur pour faire ça. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça que fonctionne l'informatique depuis des années, même quasiment depuis toujours. Non, peut-être dans les années 2000, un peu tout le monde pouvait être recruté. Aujourd'hui, c'est en priorité les ingénieurs. Sachez que quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de place. Et justement, c'est là où je veux en venir. L'informatique, c'est un domaine qui est très porteur et qui ne s'arrête jamais presque d'être porteur, tout simplement parce que le monde du travail aujourd'hui, c'est tout informatisé. Voilà, on veut tout informatiser et toute entreprise recrute des informaticiens. Je dis bien informaticiens au sens très 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 large. Et comment ça fonctionne globalement le recrutement en informatique et quels sont finalement un petit peu les salaires. Donc, le recrutement, comme je vous ai dit, il y a les entreprises qui filtrent. Sachez que l'informatique, c'est un des rares domaines également où, en tout cas pour les hauts diplômés, c'est plutôt l'entreprise qui appelle les candidats. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas candidaté pour un poste, tout simplement parce que ouais, les démarchages se font plutôt dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans l'informatique, une fois que vous êtes diplômé, quel que soit votre diplôme, DUT, licence, master, ingénieur, ce que vous voulez, je vous recommande de mettre votre profil sur LinkedIn. Voilà, réseau social. Vous pouvez également aller sur plein de sites, vous inscrire, l'APEC, voilà, tout ça par exemple. Il y en a des dizaines, je vous mettrai des liens dans la description si ça vous intéresse. Vous vous inscrivez et vous avez presque à attendre les appels. C'est terrible de dire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non mais attends, tu te rends compte, tu dis que c'est des entreprises qui viennent vous voir. Oui, et même pour des gens en licence et DUT, sachez que ça arrive. Alors, je fais un petit disclaimer quand même là-dessus. Sachez que si vous êtes à Lyon par exemple, même avec une licence, un DUT, vous vous en sortirez. Parce qu'il y a tellement d'offres que ça fonctionne bien. Si vous êtes dans une plus petite ville, je sais pas, disons Clermont-Ferrand ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, vraiment les ingénieurs seront prioritaires. Voilà, sachez-le. Mais de la même manière, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de formation d'ingénieur, eh ben, vous aurez beaucoup de facilité à trouver du travail avec une licence ou un DUT. Tout simplement parce que il y aura moins de concurrence. Les ingénieurs ont tendance à souvent rester dans les villes dans lesquelles ils ont été étudiants, voire de migrer vers les grandes villes, Paris, Lyon, hein, voilà, Paris, Lyon, Grenoble, voilà, c'est des villes où il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y en a plein d'autres, mais voilà, celles que je connais. On continue, on va en venir en débouché, mais avant, il y a un point qui est essentiel de comprendre, c'est le fonctionnement des contrats en informatique. Donc, que vous ayez postulé, que l'entreprise vous ait appelé, il y a une situation qui va se produire à 90%, c'est des appels de ce qu'on appelle des ESN. En fait, en informatique, la plupart, quand je vous dis la plupart, je dirais ouais à 90%, des contrats sont des CDI. Voilà, ça c'est une chance qu'on a, on a quasiment tous des CDI. Moi je me suis jamais posé la question de voilà, est-ce que je suis ah mince, je vais avoir un CDD. Non, on se pose même plus la question quand on va en entretien, on sait que on va souvent pour un CDI. Mais il existe quelque chose qui s'appelle des ESN. Alors je pourrais vous faire une vidéo totalement dédiée à ça. Les ESN, c'est un domaine, c'est quelque chose qui n'existe, je crois, quasiment qu'en informatique. C'est des entreprises qui recrutent des gens en informatique et qui les placent dans les entreprises. En fait, il y a deux termes qu'on utilise énormément quand on travaille dans l'informatique, quel que soit le poste. Moi, je travaille dans le test et la qualité. Les développeurs, ils ont la même situation. C'est travailler soit chez le client final, soit être prestataire. Quand vous travaillez chez le client final, c'est que vous êtes directement embauché par une entreprise, vous travaillez là-bas, finalement comme un poste assez classique. Quand vous êtes en ESN, ben en fait, ils vont vous recruter, ils vont vous payer chaque mois, mais ils vont vous placer chez des clients, ou parfois même dans leurs locaux, mais vous allez travailler sur des projets d'une autre entreprise. Et finalement, vous allez être prestataire de l'autre entreprise. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une situation où vous êtes dans une sorte de fausse intérim. Comment dire ça? En fait, c'est comme si une boîte d'intérim vous embauchez et vous placez chez des clients. Et effectivement, à un moment, votre contrat avec le client peut s'arrêter. Et bilan, dans ces cas-là, vous êtes dans ce qu'on appelle un intercontrat, vous n'avez pas de contrat. La différence avec une boîte d'intérim, c'est que lorsque vous êtes en intercontrat, vous êtes payé quand même. Mais forcément, l'ESN qui vous a embauché va mettre la pression pour que vous trouviez rapidement un autre contrat.
Et là, on tombe dans un délire, c'est le problème de ne pas forcément avoir un poste intéressant. Et ça entraîne ce qui se passe beaucoup en informatique, beaucoup de turnover. Donc turnover, c'est le fait de changer rapidement, enfin le turnover, c'est le changement dans une entreprise. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui part ou quelqu'un qui rentre dans une entreprise. Dans le monde de l'informatique, notamment lorsqu'on commence, il y a énormément de turnover parce que la plupart des débutants sont embauchés par des ESN, vont dans des missions chez un client. Quand la mission s'arrête, bah, soit ils ont un deuxième poste intéressant et bon bah tout va bien, soit ils quittent l'ESN pour aller dans une autre ou voire aller directement chez le client final. En fait, faut comprendre que lorsque vous avez travaillé dans l'informatique, à moins de trouver directement la perle rare en termes de job, vous allez souvent changer. La plupart, je dirais bien 80-90% des gens qui travaillent en informatique, au début, changent 3 à 4 fois d'entreprise. Voilà. Moi, c'est mon cas. J'ai changé. J'ai fait. Dans les 10 ans que j'ai travaillé, j'ai dû faire 8 ou 9 entreprises. Voilà. J'ai dû faire 8 ou 9 entreprises. Et c'était un parcours qui était tout à fait classique, voire même je suis resté longtemps dans certains postes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va faire un lien du coup avec le salaire, parce que justement, la raison c'est ça, c'est le fait de pas forcément avoir un poste toujours intéressant, mais c'est aussi le salaire. Avant tout ça, je tiens à parler des postes qu'on va vous proposer et tout ça. Sachez que, comme je vous ai dit, la plupart des recrutements vont se baser sur ingénieur, master, licence, DUT. Sachez que, ironiquement, vous allez, même si vous êtes embauché en tant qu'ingénieur, vous pouvez vous retrouver à faire le travail de quelqu'un qui a un DUT, qui a une licence, qui a un master. En fait, c'est presque décorrélé. Quand vous allez arriver dans le monde du travail, vous allez réapprendre des choses, quoi qu'il en soit. Ne croyez pas être un dieu lorsque vous sortez de vos études, vous allez toujours réapprendre des choses, parce qu'une entreprise travaille d'une certaine manière et propose en fait... il n'y a pas que les connaissances techniques qui sont importantes, il y a les connaissances fonctionnelles qui sont d'autant plus importantes, qui sont les connaissances du métier. Par exemple, vous travaillez dans l'aéronautique, dans le monde du transport, dans le monde de ça. Ce qui va être très important, c'est d'acquérir ces compétences-là, et ça, c'est des compétences qu'on n'apprend jamais à l'école. Voilà. Après, je vous le dis, lorsque vous sortez de vos études, essayez différents postes, vous en avez la possibilité. Par chance, en informatique, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gros turnover. Hein. On quitte une boîte, on en a une autre. Voilà, essayez différents postes. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le développement, j'ai travaillé dans l'administration système, dans la gestion de projet. Aujourd'hui, je travaille dans le test. Aujourd'hui, je ne code même plus. C'est vraiment un cliché. On me dit souvent, voilà, voilà, tu vas coder toute ta vie. Je ne code plus. Depuis 5 ans, je code plus. Ouais, quasiment 5 ans, je ne programme plus, ou très peu. Et voilà, parce que en fait, il existe énormément de secteurs. Donc vraiment, essayez au maximum les secteurs. Précision, du coup, parce que la question, on va me la poser. Voilà. Quand tu dis que tu trouves rapidement du travail, je sais qu'on me l'a déjà posé, hein, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que tu trouves rapidement du travail? Quand je vous dis ça, c'est que moi, aujourd'hui, si je mets mon CV sur Internet, si je me mets en disponibilité, je pourrais faire une démo, mais dans la journée, j'ai 6 appels. Voilà, dans la journée, j'ai 6 appels. C'est même pas prétentieux dans le sens où j'ai ça en ayant un profil qui est assez précis. Si vous êtes développeur, je ne plaisante pas, si vous êtes développeur, que vous sortez de l'école, vous êtes une perle rare, entre guillemets, enfin pas une perle rare, mais vous êtes très convoité, parce que vous êtes quelqu'un qu'on peut facilement formater sur telle technologie et tout ça, qu'on peut payer moins cher, hein, évidemment. Et du coup, moi, quand je sortais de l'école, t'avais 20 appels par jour. C'était une dinguerie. Et tu peux choisir qui tu veux. Alors, on va y venir, mais la plupart qui vous sautent dessus sont les fameuses ESN. Je vous le dis, les ESN, à de rares exceptions près, ils sont là pour gagner de l'argent sur vous. Enfin, c'est une entreprise, tu me diras. Ils sont là pour vous recruter, vous placer chez un client, et c'est tout. C'est-à-dire que quand vous êtes chez le client, c'est terminé. Ils pourront vous promettre tout ce que vous voulez, vous entendrez plus parler du gars, dans la grande majorité des cas. C'est pas systématique, hein, mais moi j'ai connu d'excellentes ESN, mais beaucoup malheureusement fonctionnent comme ça. C'est malheureux, mais c'est la règle du marché qui est comme ça. Voilà. On va en venir justement à un point assez essentiel, le salaire. Le salaire, donc soyons concrets sur le salaire. Moi je vais vous dire ce que me disaient mes parents
quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on me disait, mais fais des études d'informatique, voilà, t'as les capacités pour, tu verras, en plus en informatique, on gagne 5000 balles par mois, on se met bien, on a beaucoup d'avantages, voilà, t'es ingénieur, gna gna gna. Non, on ne gagne pas 5000 € par mois en tant qu'ingénieur, non. Les écoles, il y a des écoles, les écoles d'ingénieurs, des fois vous disent, oui, tu vas commencer, tu seras à 3000, 4000, voilà, c'est très facile, tu progresses tout le temps et tout. Non, concrètement, ce n'est pas vrai, et c'est même totalement faux. Dites-vous bien une chose, les enseignants, les conseillers d'orientation, ce que vous voulez, n'ont pas travaillé en entreprise, pour la plupart, depuis 30 ans, quoi. 20-30 ans, enfin voilà. Non, c'est faux. Ces phrases-là sont fausses, y a rien de plus faux que ça. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais, cela étant, pour atténuer un peu ce que je suis en train de dire, les ingénieurs en informatique restent parmi les ingénieurs les mieux payés en France, et le salaire est tout à fait décent pour une sortie d'études, et voilà. Ça fait partie des métiers les plus porteurs, quoi qu'on en dise. Du coup, soyons concrets, à quoi s'attendre en sortie d'école? Alors, je vais essentiellement parler en salaire brut, je vais vous donner un petit aspect net pour les étudiants, tout ça, qui ne connaissent pas la différence. Le brut, c'est le salaire qu'on vous annonce, le net, c'est le salaire que vous avez dans votre poche. Voilà. Globalement, pour faire le salaire brut net, en gros, vous prenez votre salaire brut, vous faites x 0,77, et vous avez votre salaire net. Globalement, voilà, vous faites ça, après vous pouvez le diviser par 12, voilà, ça vous fait un petit exercice mathématique. Par exemple, si vous dites que vous gagnez 30 000 bruts, et voilà, vous faites 30 000 x 0,77, et vous divisez par 12, et vous allez vous rendre compte que ça fait un peu moins que juste 30 000 divisé par 12. Du coup, le salaire, quand on commence, en fait, je vous en ai parlé, mais le salaire, il va essentiellement être lié à votre diplôme. Plus vous allez monter dans les années d'expérience, moins ça va être vrai évidemment, parce que là vous allez avoir vraiment des orientations. Mais sachez que lorsque vous débutez, que vous soyez administrateur système, que vous soyez développeur, que vous soyez testeur, que vous soyez ce que vous voulez, vous aurez sensiblement les mêmes salaires. Et d'ailleurs, où que vous soyez, que ce soit en interne ou même en passant par une ESN. Globalement, le salaire aujourd'hui, lorsqu'on commence, a tendance à être autour de 32 à 33 000 € bruts annuels. Voilà. Si vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez rajouter, vous pouvez mettre 20% de plus. Voilà. La différence entre province et Paris, c'est plus 20%. Sachez que les 20% que vous allez y gagner, ça va pas compenser le prix que vous allez payer en plus en loyer, hein, en soi. Mais voilà, globalement, les salaires sont un peu plus hauts. De manière générale, les salaires en début de carrière sur Paris sont plus autour de 36 000 bruts. Après, vous allez avoir des augmentations qui vont arriver assez régulièrement. Sachez que moi, quand j'ai commencé à l'époque, le marché était peut-être un poil plus tendu, et c'était plus autour de 28-30 quand on commençait, mais ensuite on progresse assez rapidement. On va donner les chiffres, hein, écoutez, je sais qu'en France c'est pas bien de parler de ça, mais je pense que c'est important dans une vidéo sur ce sujet-là d'en parler. Globalement, vous allez ensuite avoir des augmentations assez régulièrement. Alors, je vais pas vous donner de chiffres, enfin, je vais donner un chiffre précis, mais il faut s'attendre à des augmentations à peu près chaque année. Quand on commence, en vrai, les augmentations sont de l'ordre, aujourd'hui je pense de 5 à 6%. Au tout début de carrière, c'est quelque chose qui a tendance à se calmer, hein, quand vous allez augmenter en carrière. On n'a pas 6% tous les ans, hein. Voilà, dites-vous bien ça. Et ça, c'est lorsque vous allez avancer dans les années. Notez quelque chose d'extrêmement important, si vous êtes en interne dans une entreprise, en général les augmentations sont un peu plus faibles que lorsque vous êtes en ESN. Tout simplement parce que vous êtes sur des grilles de salaire d'entreprise qui parfois sont plus faibles mais avec beaucoup plus d'avantages. Et ça on va en parler aussi. Et du coup, lorsque vous allez changer d'entreprise, par contre, vous allez avoir en général un plus gros pic de salaire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi quand tu changes d'entreprise, tu as en gros une plus grosse augmentation? Ben, la logique est simple, hein. Quand vous changez d'entreprise et que c'est en plus l'entreprise qui vous démarche et qu'elle vous recrute pour aller chez un client, dites-vous que si elle vous a pas, elle n'a pas le contrat avec le client, donc elle est prête parfois à faire un petit effort salarial. Pour être concret, en changeant d'entreprise, on peut s'attendre parfois à des bons de salaire de l'ordre de 10-12%. J'ai vu moi des gains de salaire de l'ordre de 20%, mais honnêtement c'est un peu l'exception, quoi. Mais disons qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils commencent dans l'informatique, qui justement fonctionnent de cette manière-là. Ils se font recruter par l'entreprise, par une ESN, ils y restent quelques années,
et ensuite ils vont tout simplement changer et aller au plus intéressant, et tout simplement ils vont dire bah je veux 10% de plus. Et en fait quand ils sont dans cette démarche là, ils sont même plus dans une démarche de dire bah est-ce que l'entreprise m'intéresse, non, ils savent qu'ils vont dans une ESN, que l'ESN elle est là pour le mettre chez un nouveau client, que concrètement derrière il sert juste à ça, que du coup dans 2 ans il changera d'entreprise. Sachez quelque chose, l'ESN sait aussi que ça fonctionne comme ça côté informaticien, donc c'est voilà, c'est comme ça. Et au final on s'arrête en général au bout d'un moment quand on rentre chez un client final. Il y a beaucoup de gens qui rêvent en informatique de rentrer chez un client. Aujourd'hui c'est d'ailleurs assez particulier parce que beaucoup de gens rêvent d'avoir un CDI. Les gens en informatique rêvent plutôt de rentrer chez un client. Et effectivement, c'est pas le rêve de tous. Il y a, ça je tiens à en parler, mais il y a certaines ESN qui sont spécialisées dans la vente de compétences, comme ça devrait être le cas, puisque une ESN c'est fait pour vendre des compétences, hein, normalement, et qui du coup se spécialisent dans des profils très rares qui peuvent placer chez des clients et qui placent par exemple 6 mois chez un client pour répondre à un besoin ponctuel. C'est comme ça que devrait fonctionner une ESN. Aujourd'hui malheureusement c'est pas assez le cas. Point de vue salaire, on va finir sur un point. Finalement, pourquoi les entreprises ne recrutent pas les jeunes qui sortent des études et passent par des ESN? Bah tout simplement parce que il y a une difficulté à trouver les compétences, et ça du coup les ESN se chargent de ce travail là. En fait une ESN elle va recruter et c'est elle-même qui va faire le filtre, du coup placer directement les bonnes personnes théoriquement dans l'entreprise, parce que sachez que lorsque vous allez commencer dans une entreprise et que vous allez passer par une ESN, souvent elle va chercher à vous survendre pour en tirer un meilleur prix, puisque ben, l'entreprise paye une compétence et l'ESN vend une compétence. Mais si on vend une compétence un peu plus haute alors que on va dire le jeune qui sort, ou n'importe qui en fait, hein, est un peu moins compétent, ben, du coup il va le payer moins cher, mais il va en tirer un plus gros bénéfice. Et ça sera du coup à la personne qui rentre dans l'entreprise de se former. C'est malheureusement, ça se passe, ça arrive, hein. Sachez-le, ça c'est une dérive. Moi ça m'est arrivé au tout début de ma carrière, j'ai été vendu en tant qu'expert dans une technologie. Je la connaissais pas, ils m'ont dit bah t'as qu'à apprendre maintenant. Bon bah oui. Mais cela étant, bah, ça m'a permis d'apprendre la technologie, mais pas forcément dans les meilleures conditions qu'on pouvait le faire, concrètement. Pas, voilà, ça c'est la première raison, c'est parce que du coup, il ne s'occupe pas de la phase recrutement. Également, il se garde la possibilité de changer de ressources facilement. Il faut savoir que quand vous êtes dans cette situation-là, bah, en fait, vous êtes quelqu'un qui peut être remplacé, parce que l'entreprise peut très bien dire, bah écoute, je veux quelqu'un d'autre à la place. Bah, étant donné que le contrat, c'est pas un vrai CDI c'est pas un CDI entre entre vous et le client, bah l'ESN peut dire bah on te ramène dans nos locaux et on envoie quelqu'un d'autre à la place. Et voilà, c'est un peu toutes ces logiques là qui font que les entreprises aujourd'hui beaucoup préfèrent passer par des prestataires. C'est notamment pour l'aspect flexibilité. Mais sachez que c'est très important de le comprendre, passer par une ESN, c'est également un excellent moyen d'avoir un CV très bien fourni, dans le sens où vous allez pouvoir travailler pour d'énormes clients, je sais pas, Thales, EDF, Airbus ou plein d'autres entreprises recrutent tellement de prestataires qu'au final, bah, passer par une ESN, c'est un excellent moyen de se faire un bon CV. Bilan quand même de tout ça, ça en a parlé de plein de points, les études informatiques, ça reste quelque chose qui est tout à fait accessible aujourd'hui en France. À une époque, il y avait cet aspect un peu élitiste. Aujourd'hui, dites-vous que si vous avez de la curiosité, si vous avez le goût en fait de l'informatique, si vous avez cet esprit logique et tout ça, vous allez réussir tout simplement parce que les formations sont aussi là pour sortir des étudiants. C'est assez important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh non, mais on est là pour nous filtrer ». Non, non. Les études supérieures en France, il y a un filtre qui est fait à chaque étape hein, pour intégrer les études supérieures, mais à partir du moment où vous êtes dans la phase du cursus où il n'y a pas où il y a une fin plutôt, où il y a une fin, les études sont là pour vous diplômer, sont là pour vous former et pour vous former au mieux au monde du travail. Voilà. L'informatique, en plus de ça, ça a l'avantage d'être assez vaste. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans l'informatique, c'est plus quelqu'un qui code purement, ce n'est plus non plus quelqu'un qui est enfermé dans son bureau tout seul, ne fait rien d'autre, voilà, ne parle à personne. Non, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus social. D'ailleurs, l'aspect social est
on va dire, très bien récompensés en informatique. Ceux qui accèdent au poste de gestion de projet, tout ça, bah, c'est souvent des gens qui ont un petit peu ces compétences sociales, qui sont capables de parler, qui sont capables de s'ouvrir, qui sont capables de voir au-delà de juste le code pur, qui voient le domaine fonctionnel, qui voient finalement bah, l'intérêt du projet sur lequel ils travaillent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir pu vous apporter beaucoup d'informations, que j'espère que ça vous aidera, que ça créera des voix, pourquoi pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!